La saison 3 de Jujutsu Kaisen, avec la première partie de la traque meurtrière, a enfin été diffusée hier. Vous avez tous regardé l'opening, non? Le thème d'opening de King Ginyu, Aizo, Amour-haine, est déjà complètement collé dans la tête d'un nombre incalculable de fans. Je suis sûr que vous êtes nombreux dans ce cas. Moi le premier, je l'ai en boucle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet opening absolument magistral, plan par plan, pour dénicher toutes ces révélations, car vous les avez probablement manquées. Ça commence directement avec une scène nocturne glaçante, un Tokyo baigné dans une lumière rouge-noire, sous une lune inquiétante de la même teinte. Yuji Itadori marche seul dans les rues désertes, tandis que cette lune semble le surveiller comme un œil omniprésent. Puis, petit à petit, cette lune se transforme en l'œil de Kenjaku. Cette image est une métaphore parfaite du jeu de la traque meurtrière, ce gigantesque jeu orchestré de A à Z par Kenjaku lui-même. Rappelons-le, Kenjaku a créé 10 colonies à travers tout le Japon, des arènes fermées par des barrières où les participants sont forcés de s'entretuer. L'objectif ? Générer une quantité colossale d'énergie occulte grâce à ces combats à mort, énergie qu'il compte exploiter pour ses propres plans. Les joueurs portent tous une marque invisible apposée par Kenjaku. Il sait donc exactement où il se trouve à chaque instant. Il y a 2 grandes catégories de participants. D'un côté, les sorciers du passé réincarnés dans de nouveaux corps, comme Hajime Kashimo ou Ryu Ishigori. De l'autre, les sorciers modernes qui ont récemment éveillé leur pouvoir, comme Takako Uro ou Hiromi Iguruma. Yuji, lui, est classé dans la première catégorie. En tant que réceptacle des doigts de Sukuna, il est considéré comme un réincarné et porte donc lui aussi la marque. Résultat, Kenjaku peut le suivre à la trace exactement comme tous les autres. Cette première scène, avec cette lune-œil qui plane au-dessus de lui, représente parfaitement le point de vue du maître du jeu qui observe ses pions de très haut. Ensuite, on voit une flamme s'allumer sur une gazinière et au même moment, le titre Jujutsu Kaisen apparaît en lettres de feu. Immédiatement après, une cascade de mots et de phrases défile à l'écran à toute vitesse, des citations et termes clés tirés directement du manga. Mort juste, Ryomen Sukuna, l'ère des sorciers. Tu es fort, alors aide les autres, si au moins les gens que je connais pouvaient mourir correctement. Jumeaux, ça c'est la guerre, pas une bataille pour corriger les erreurs. Peine de mort immédiate. Ne confonds pas la valeur d'une vie, objet maudit de grade spécial. Conformément au règlement de sorcellerie, Itadori Yuji, je t'exécute en tant que malédiction. Sang. Plus sombre que les ténèbres, plus noir que la nuit, purifie cette souillure. Technique d'inversion. Toutes ces lignes emblématiques de l'œuvre apparaissent en rafale, nous replongeant instantanément dans les moments les plus marquants de l'histoire. Puis l'action explose, on voit Okotsu Yuta surgir d'une explosion, brandissant son épée avec détermination. Juste après, Yuji s'envole dans les airs et décoche un coup de poing monumental. Et là, arrive Choso, qui tourne comme une toupie déchaînée dans le ciel. Franchement, ce plan où Choso fait des rotations interminables en l'air est hilarant. Le temps passé en suspension est tellement exagéré que c'en est comique. Les paroles de la chanson disent justement « tourne, tourne », donc le lien est parfait, mais quand même. On enchaîne avec Megumi Fushiguro qui déploie son extension du territoire. On reconnaît immédiatement la version qu'il a utilisée contre Registar, cette étrange structure osseuse qui émerge dans son dos, tandis que des filaments semblables à des nerfs se déploient tout autour de lui. À ce jour, même après la fin du manga, on n'a toujours aucune explication officielle sur ce que représente exactement cette forme. Si quelqu'un a une théorie solide, partagez-la en commentaire, s'il vous plaît. Personnellement, je me souviens d'avoir vu des analyses qui suggéraient que cette os n'était qu'une partie d'une forme bien plus grande et encore incomplète. Si Megumi parvenait à la compléter, cela pourrait donner naissance à un monstre absolument terrifiant. Certains pensent même que cette os pourrait faire partie intégrante d'un élément lié à Mahoraga. Qu'en pensez-vous? Et petit détail bonus, dans le spin-off actuellement en cours de sérialisation, il y a un nouveau personnage qui utilise aussi la technique des 10 ombres. Peut-être qu'on aura enfin des réponses là-dedans.
La séquence suivante nous montre Maki Zenin dansant au milieu d'un brasier infernal, une référence directe à l'incident de Shibuya. Après la victoire contre Dagon, Jogo est apparu et a incendié la zone à très haute température, brûlant gravement Nanami, Naobito et Maki. Pendant qu'elle danse dans les flammes, on pourrait croire qu'il y a une transition de cheveux longs à courts, comme après ces graves brûlures dans le manga, mais en réalité, elle reste en cheveux longs tout du long dans ce plan. Enfin, on voit Megumi poser avec dignité le palais de jade des Shikigami de la technique des 10 ombres en arrière-plan. Un clin d'œil direct au trésor divin des 10 espèces d'ombres. Ensuite, l'apparition tant attendue et adorée par les fans, l'invocation du général Mahoraga. Malheureusement, dans cette première partie de l'opening dédiée aux arcs précédents, le général Mahoraga n'apparaît pas encore. Il faudra attendre la seconde moitié de la traque meurtrière pour espérer le voir en action. On enchaîne directement avec un panda absolument adorable qui tourne sur lui-même comme une petite toupie joyeuse, puis la tonalité change brutalement, on voit le directeur Yaga seul, debout dans une ruelle sombre la nuit. Cette séquence renvoie à l'un des épisodes les plus déchirants de tout Jujutsu Kaisen, celui centré sur Panda. Le contraste est violent. La mignonnerie extrême de Panda qui roule et tourne oppose une douleur immense à la solitude écrasante de Yaga qui sait qu'il va bientôt disparaître. Cette alternance entre tendresse et tragédie est presque insoutenable. On sent déjà que l'anime va nous briser le cœur en renforçant encore plus cet arc. Ensuite, un plan ultra stylisé, presque comme un dessin de super bête géante, Maki et Yuta Okotsu, tous les deux dessinés avec une musculature absolument monstrueuse. Regardez ses avant-bras et ses cuisses de Maki, c'est complètement insensé, on a l'impression qu'elle pourrait soulever 1 tonne en squat sans même transpirer. Est-ce que le concept de surcharge progressive existe dans l'univers de Jujutsu Kaisen? Parce que là, on est clairement au-delà des limites humaines. On revient sur Maki qui danse une seconde fois, mais cette fois sans les flammes qui l'enveloppaient précédemment, un clin d'œil plus apaisé à sa renaissance après Shibuya. Puis Itadori et Okotsu descendent la façade d'un immeuble, comme s'ils sautaient d'étage en étage. Immédiatement après, un plan de groupe magnifique. Yuki Tsukumo, Panda, Shozo, Maki, Megumi, Yuta et Yuji, tous entourés d'une aura rouge-noire faite de lignes noires pulsantes. Franchement, ces traits noirs rendent incroyablement bien en animation, c'est visuellement percutant et plein de menaces. On passe à une scène tirée directement de la technique de création de mémoire inexistante. Yuji partage un repas joyeux en pleine forêt, un moment qui n'a jamais existé mais qui fait mal au cœur tant il paraît chaleureux. Puis Tsumiki, allongé sur son lit d'hôpital, avec une ombre en forme d'oursin qui flotte sur son front. Cette ombre, c'est évidemment celle de Megumi. La forme si reconnaissable de ses cheveux en pique est tellement caractéristique que c'en est presque comique, même dans un moment aussi sombre. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le contenu t'intéresse. Alors pense à t'abonner et à activer la cloche. Ça soutient énormément la chaîne et ça t'assure de ne manquer aucune vidéo sur Jujutsu Kaisen et les autres animés à venir. Ensuite, un flashback touchant, un Yaga beaucoup plus jeune, vu depuis le point de vue d'un panda tout juste créé. On aperçoit seulement ses mains qui s'approchent, et c'est d'une tendresse infinie. On sent la naissance de ce lien père-fils si particulier entre le créateur et sa création. On bascule dans une atmosphère bien plus sinistre. Dans le domaine des Zenin, ou peut-être dans celui des Kamo, Sukuna arbore un sourire narquois devant un miroir complètement taché de sang. Cette image fait directement écho à la toute première scène de l'anime, celle qui ouvre la série. On voit aussi Yuji dans une salle de bain en train de se laver obsessivement les mains. Dès la sortie du PV, beaucoup avaient interprété ce geste comme une métaphore. Yuji qui tente de laver une culpabilité qu'il porte comme si elle était la sienne, mais en voyant le rictus moqueur de Sukuna dans le miroir, on comprend mieux. Ce sont les crimes de Sukuna que Yuji s'approprie, et le roi des fléaux se délecte de le voir se torturer pour des actes qu'il a lui-même commis. La séquence continue avec Yuki Tsukumo qui domine la ville du haut d'un toit, observant tout depuis les hauteurs. Puis un fond rouge avec un cercle incomplet qui se désagrège comme une éclipse partielle qui marque le passage à la partie amélo de la chanson.
Juste après le second titre, des bombes tombent du ciel, une représentation visuelle directe des bombes dont parlait Reggie Star. Il faisait référence à l'intervention militaire américaine que Kenjaku était prêt à déclencher si la traque meurtrière ne produisait pas assez d'énergie occulte. Bien sûr, Kenjaku n'avait jamais prévu de littéralement larguer des explosifs, mais l'image est puissante et colle parfaitement à la menace sous-jacente. On voit ensuite un groupe imposant devant un palais majestueux, Maki, Yuta, Yuji, Tengen, Yuki, Megumi et Shozo. C'est clairement le palais impérial de Tokyo, le lieu où Tengen est scellé et surveillé en permanence. Kenjaku a besoin de Tengen pour accomplir son plan final d'évolution de l'humanité et il tente de l'absorber via la fusion, d'où l'insertion de cette scène symbolique. Puis un plan génial. Kenjaku observe une maquette parfaite de la ville à travers un tube noir, comme s'il espionnait un diorama. Cette image illustre à la perfection les colonies de la traque meurtrière, ces arènes cylindriques entourées de barrières noires opaques. Le parallèle avec la luneuil du début est frappant. Kenjaku, toujours en position de surveillance suprême. Franchement, celui qui a eu cette idée est un génie, c'est l'une de mes scènes préférées de tout l'opening. On voit ensuite Maki marcher dans un couloir luxueux, puis un plan large sur une colonie de la traque meurtrière, celle de Sendai, la forme correspond exactement. Yuji baigné dans une lumière bleu cyan. Quelqu'un sait à quoi cette scène fait référence? Si vous avez une idée, dites-le en commentaire, je suis curieux. Ensuite, des blocs de construction qui se remontent en accéléré inverse comme si le temps reculait. Deux interprétations possibles ici. La première, Tsumiki Fushiguro. Dès le début de la traque meurtrière, Tsumiki a cessé d'être elle-même possédée par Yorozu. Ces blocs qui se reconstruisent symboliseraient peut-être un retour impossible à la normale. La seconde, plus probable vu le contexte. Les jouets avec lesquels Panda jouait enfant. Juste avant, on avait la scène du jeune Yaga vu par bébé Panda. Ces blocs pourraient représenter l'innocence brisée après la mort de Yaga. Et effectivement, juste après, on voit Panda errer seul dans une forêt sombre. La forêt secrète où vivent les autres cadavres maudits autonomes créés par Yaga. Sans leur créateur, ils sont perdus, et Panda surtout. Toute cette partie autour de Panda et Yaga est tellement renforcée qu'on sent que l'anime va nous faire pleurer à chaudes larmes quand elle arrivera. Et pour achever, sur une note déchirante, une vidéo prise avec un vieil appareil analogique où l'on voit Maki et Maizenin, main dans la main, souriantes et insouciantes. On voit ensuite une étendue d'herbe qui pousse tranquillement, mais cette herbe, ce sont en réalité des roseaux. Oui, cette image fait directement référence à l'arc de l'extermination totale du clan Zenin, dont l'un des titres de chapitre inclut explicitement le mot « roseau ». Et n'oublions pas que la dernière chose que Mai a offerte à Maki avant de disparaître était précisément un roseau de riz, un symbole poignant de son sacrifice pour permettre à sa sœur de manier les objets maudits sans limite. La séquence suivante adopte un style pictural presque classique, mais glaçant. Mahito, avec un sourire tordu, berce tendrement un bébé Yuji dans ses bras. Ce choix de touche artistique, très fine et presque renaissance, ne fait qu'amplifier le malaise absolu que dégage cette scène. On sent la perversion totale du personnage qui traite la vie humaine comme une expérience. Dans le même style pictural, on voit Maki et Mai enfant, allongés côte à côte sous la même couverture, endormis et paisibles. Puis un contraste lumineux. Yaga et Panda posent pour une photo devant un champ de fleurs éclatantes. Ils ont l'air si heureux, si complices, ça fait chaud au cœur et en même temps, on sait ce qui les attend. Ensuite, une femme rayonnante de bonheur, un nourrisson dans les bras. Est-ce Kaori Itadori tenant Yuji bébé? C'est la seule scène de flashback du passé de Yuji qui correspondent, mais le doute persiste à cause de la coiffure. Les cheveux de Kaori sont très différents de ce qu'on a vu plus tard. Peut-être qu'avant que Kenjaku ne prenne possession de son corps, elle portait les cheveux lâchés avec une frange. La technique occulte de Kenjaku impose en effet une contrainte. Il doit laisser visibles les sutures sur le front. Du coup, il est probable qu'il ait changé de style au moment exact de la prise de contrôle. Un détail qui renforce encore plus la duplicité du personnage.
Brusquement, l'ambiance bascule. Un cri de pure détresse, le visage d'une silhouette féminine barrée d'un épais mosaïque noir sur les yeux, comme si la souffrance était trop grande pour être montrée clairement. Qui est-ce ? Probablement la mère de Maki et Mei. Dans le manga, elle n'avait pas une expression aussi désespérée, mais on se souvient qu'elle avait crié « Reviens » à Maki quand celle-ci avait fui le clan. Si quelqu'un a une interprétation plus précise, dites-le en commentaire, je suis preneur. On passe à Takaba, qui fait de la gymnastique rythmée dans une salle de sport au tempo parfait de Ranmi Ranmi. Et là, Naoya Zenin qui court à toute vitesse, mais avec cette démarche complètement ridicule, bras tendus derrière le dos. Franchement, qui peut regarder ça sans laisser passer un léger sourire ? C'est exactement la course Naruto que tous les gamins essayaient le lendemain d'avoir vu l'anime. Et les yeux révulsés en blanc, c'est la cerise sur le gâteau. Naoya reste le roi incontesté des personnages comiques malgré lui dans Jujutsu Kaisen. Puis un plan poignant, Maki et Mai, debout sur le pont devant le domaine Zenin, la scène exacte du flashback pendant l'épreuve d'échange. Mai avait peur des malédictions qui rôdaient, alors Maki lui avait pris la main pour traverser ensemble. On arrive dans la première colonie de Tokyo. On reconnaît immédiatement Rémi et Amai. Ce lieu existe bel et bien dans la réalité, donc je laisse les experts en repérage géographique faire le travail en commentaire. Vous êtes les meilleurs pour ça. Ensuite, 2 corps ensanglantés gisant au sol, ce sont le juge et le procureur que Hiromi Iguruma a tué dans un accès de rage. Quand son verdict de non-culpabilité a été renversé par un raisonnement absurde, aucune raison de suspecter l'accusé disparu, il a complètement perdu le contrôle et les a exécutés sur le champ. Retour sur le groupe principal avec Yuji qui s'est ajouté cette fois. Le rythme suit parfaitement le heimheime de la chanson. Puis Yuji joint les mains et les lève vers le ciel. Ses paumes sont tachées de ce qui ressemble à du sang frais. Ce geste ne deviendra possible que bien plus tard dans l'histoire. Donc ici, il s'agit probablement de la pose qu'il adopte pour invoquer les Shikigami et lancer la chasse au fléau avec Sukuna. On retrouve à nouveau le groupe, mais cette fois, Megumi est là lui aussi. Il a l'air de participer à contre-cœur, mais il le fait quand même. C'est tout lui, et ça nous rappelle instantanément la scène des 10 points. Plan suivant. Un combat Yuta versus Kuroshiki, le joueur de Sendai, dessiné dans un style cubiste à la Picasso, des formes déconstruites, des angles impossibles. Ce duel était déjà extrêmement violent dans le manga, presque gore par moments, donc on a hâte et un peu peur de voir comment l'anime va le traiter. Retour des bombes qui tombent du ciel, on en a déjà parlé, c'est la menace de Kenjaku. Yaga qui enlève sa veste d'un geste déterminé, scène fidèle à 100% au manga. Yuta qui enfile son anneau, exactement ce qu'il a fait avant d'affronter Ishigori dans la colonie de Sendai. Ishigori active sa technique occulte, celle qui fige tout ce qui entre dans son champ de vision pour stopper Maki. Le directeur Gakuganji qui joue de la guitare électrique, c'est le moment où il exécute Yaga. Shozo qui brandit son sang. Iguruma qui invoque l'épée d'exécution après le verdict de mort contre Yuji. Yuji qui charge une attaque gravitationnelle dans son poing, juste après la scène de Iguruma, donc c'est clairement le moment où il va frapper le Shikigami. Franchement, ce combat Yuji vs Iguruma promet d'être épique en animé, j'ai trop hâte. Kusakabe, qui déploie son domaine simple, il n'apparaît pas dans la première partie de la traque meurtrière, mais il l'utilise dans l'arc Yaga, donc c'est pour ça qu'il est inclus ici. Reiji qui sort son reçu, Megumi qui forme le nid d'ombre de Mahoraga, Panda qui crache en mode intimidation, très probablement pendant son combat contre Yuji dans l'arc du tournoi de Goodwill, Maki qui adopte la posture du Shiranui Gata contre Naoya, un plan avec des dizaines de points en arrière-plan décochés par Jinichi Zenin. Sa technique est la Comet Punch. Akari qui mime la fermeture des portes de train, la technique qu'il a utilisée contre Yuji. L'adorable Kirara, Yuki avec ses Garuda qui tournoient autour d'elle. Zenin Oji qui s'apprête à dégainer son sabre. Naoya. Zenin active sa projection directement dans l'espace, un plan qui renvoie clairement à sa forme de fléau maudit, cette version monstrueuse et vengeresse qu'il prend après sa mort. Évidemment, l'arc de la colonie de Sakurajima sera traité dans la seconde partie de la saison, donc ce tease est parfait pour nous faire patienter. Et là, enfin, on entre dans le refrain,
avec cette explosion d'énergie, des traînées de lumière bleue qui filent dans le ciel nocturne. C'est la scène exacte où Yuji, à peine entré dans la première colonie de Tokyo, se prend un impact frontal ultra violent de la part de Haba. Les débris qui pleuvent ensuite sont ceux manipulés par la technique de Zenin Shojuro, ce sorcier capable de contrôler les rochers et les gravats comme des projectiles mortels. On voit ensuite Kinji Hakari assis, absolument cool, avec ses bijoux qui brillent de mille feux. Franchement, ce look bling bling lui va trop bien. Le débardeur, les chaînes, tout. En zoomant un peu, on remarque même que le motif sur son haut est un triple 7, et les poils sont dessinés avec un soin incroyable. Le détail est dingue. La séquence suivante montre le livre complet des 6 lois entièrement consumées par les flammes, une image puissante qui symbolise le moment où Iguruma, l'arbitre, ressent l'injustice du système et abandonne définitivement son rôle. Puis une lumière éclatante qui perce la surface de l'océan, ça fait directement référence au plan final de Kenjaku. Toute l'énergie occulte accumulée dans les colonies de la traque meurtrière est scannée et diffusée à l'échelle nationale pour déclencher l'évolution forcée de l'humanité, une étape cruciale de son schéma machiavélique. Retour sur Oshi Kirara, avec un fond cosmique étoilé qui colle parfaitement à sa technique basée sur les constellations. On dirait la croix du Sud qui domine le ciel derrière elle, sublime. Hiromi Iguruma tient un tournesol en flamme bleue. Le mot Iguruma est en réalité un ancien nom japonais pour le tournesol, et cette fleur a même fait la couverture d'un tome. C'est pour ça qu'elle est intégrée ici, un clin d'œil magnifique au personnage et à son arc tragique. Et là, le grand rassemblement du clan Zenin, de gauche à droite, Shojuro, Nobuaki, Jinichi, Naoya, Naobito, Oji et Ranta. Franchement, voir Naoya poser en mode fils modèle alors qu'on sait ce qu'il est vraiment, c'est hilarant. Et Naobito a l'air de sentir l'alcool à des kilomètres. Yuki Tsukumo lève la main, pleine de détermination. Et on enchaîne direct sur les 4 grands de la colonie de Sendai. Premier, Kururushi, un cafard caché derrière l'horloge à gauche. Cette vibe répugnante est parfaitement rendue. Deuxième, Ryu Ishigori, son mohawk iconique bien mis en valeur, et ce fond de rivière qui rappelle son statut de sorcier de l'ère Edo réincarné. Troisième, Takako Uro, absolument sublime. Une beauté pareille qui combat presque nue, désolé les parents, mais ce passage risque d'être un peu chaud pour les plus jeunes. Quatrième, Dhruv Lagdawala, toujours aussi Dalsim-like avec ses poses étirées. Et face à ces 4 monstres, Yuta Okotsu qui avance pour tous les affronter, avec Rika déjà matérialisée et prête à tout déchirer derrière lui. L'arc de Sendai s'annonce légendaire en animation, j'ai trop hâte. On passe aux joueurs de la première colonie de Tokyo. Au fond, Azenoki Yori, Registar, Abachizuru et Remy. Puis les membres lambda du clan Zenin. Ensuite, les plus puissants du groupe Ei, Shojuro, Naobito, Jinichi, Ranta. Takaba qui sort un prie-dieu devant des mecs ultra musclés, il y a forcément une référence comique cachée là-dedans. Si quelqu'un l'a capté, balancez en commentaire. Retour sur les sorciers anonymes du clan Zenin. Puis le duo Aba et Hanyu, les frères qui attaquent Yuji dès son arrivée dans la première colonie de Tokyo, la combo aile d'abeille en action. On voit ensuite Atsuya Kusakabe et son petit frère, les deux qui apparaissent dans l'arc centré sur Panda. Une mer de sang, Maki brandit son sabre, regard farouche, tandis que Mai sombre lentement dans l'eau, expression paisible et mélancolique. Le contraste entre la rage brute de Maki et la sérénité tragique de Mai est absolument déchirant, une des plus belles images de tout l'opening. Et ce plan de Hakari et Kirara, c'est parfait. Le motif sur le haut de Kirara est trop stylé, trop mignon. Encore les bombes qui tombent. Un gag avec une connexion Wi-Fi ultra lente. Petit reminder, gardez cette expression pour quand votre téléphone se connecte tout seul à un réseau pourri en extérieur. La lisière du supplice apparaît, puis se transforme en papillon de sang. Yuji regarde ses mains couvertes de sang avec une expression indescriptible, mélange de choc et de résignation. Les innombrables engrenages qui tournent ensuite, référence directe à la phrase de Hakari « Je ne suis qu'un rouage ». Un rouage qui permet aux sorciers d'exorciser les malédictions sans fin. Enfin, le feu de camp où Yuji reprend conscience après son combat contre Yuta.
Et pour clôturer, Kenjaku qui ouvre grand la bouche dans un rire triomphant. L'opening commence avec son œil lune et finit sur son rictus. Tout est son jeu, sa traque meurtrière. Voilà, on a décortiqué ensemble l'opening complet de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, première partie de la traque meurtrière. Les plans s'enchaînent à une vitesse folle, l'information est ultra dense, et ça a donné la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite sur un opening. Cet opening capture parfaitement le chaos émotionnel de l'arc. Tristesse profonde, moments légers, combats brûlants, tout est mélangé comme dans le manga. J'ai trop hâte de voir la suite animée. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement et surtout aux commentaires. C'est ce qui aide le plus. Si vous kiffez Jujutsu Kaisen ou l'inverse des animés, alors abonnez-vous car on va explorer plein d'univers sur cette chaîne. À la prochaine, prenez soin de vous.